avoir été Wagner, ce groupe paramilitaire russe est-il devenu incontournable? C'est notre grand angle. Quand on évoque Wagner aujourd'hui, on pense plus au groupe paramilitaire russe qu'au célèbre compositeur. Son patron, Evgeny Prigojine, dit le cuisinier de Poutine, est passé de l'ombre à la lumière avec la guerre en Ukraine. Wagner a maintenant pignon sur rue à Saint-Pétersbourg et on va en parler avec nos invités. Bonsoir Paul Gogo. Bonsoir. Vous êtes notre correspondant en Russie. Vous sortez une enquête sur Wagner dans le magazine Society. Cauchemar en cuisine. On rappelle Evgeny, le cuisinier de Poutine. Et avec vous, Florent Verne. Bonsoir. Bonsoir. Correspondant de l'AFP, vous avez assisté à l'arrivée des Wagner en République centrafricaine. Vous le racontez dans l'édition du 21 de l'automne 2022. Alors, deux pays, deux moments clés pour le groupe Wagner. Alors, déjà, une première question qui peut peut-être paraître naïve, mais des journalistes sont morts pour avoir enquêté sur Wagner. D'autres ont été inquiétés. Vous, quand vous vous lancez dans cette enquête, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez été intimidé? Qui veut commencer? Paul, allez-y. Non, pas forcément, parce que ça correspond à une période où effectivement Evgeny Prigojine veut communiquer. Et donc, en communiquant, il crée un jeu. C'est-à-dire que lui, il est plutôt content quand on parle de lui, quand sa communication elle fonctionne. Et ce genre de une, comme Society ou celle de 21, ce sont des unes qu'il aime bien voir parce que ça travaille sa légende un peu. Ça fait de lui une sorte de personnage qui est même connu jusqu'à l'étranger. Donc, dans un premier temps, c'est quelque chose qui lui va. Après, effectivement, si on se penche réellement sur ces crimes, sur les atrocités qu'ont pu réaliser les Wagner, notamment en Afrique, là, il y a un risque qui est réel. Alors en 2017, Florent Vergne, quand les Wagner arrivent en République centrafricaine, là c'est en catimini. Ils viennent pas en disant bonjour, on est les Wagner. Enfin là c'est plus compliqué quand même. Lorsqu'ils sont arrivés en 2017, en fait, ils sont réellement arrivés en janvier 2018, mais en 2017 le GRU, donc les renseignements militaires russes, étaient venus faire une sorte de pré-enquête, disons. Ils sont venus de façon très, très discrète. Et c'est avec les actions qu'ils ont menées sur le terrain, avec énormément de communication auprès des populations locales, que les journalistes ont commencé à s'y intéresser. Et là, ils ont fait des tests. Ils ont essayé d'abord d'ouvrir la communication. On a rencontré Valéry Zakharov, qui était le point focal de la Wagner à l'époque, on va dire. Au début, ils essayaient de nous donner quelques informations, nous inviter à quelques cérémonies. Finalement, ils en fermaient quelques-unes. Voilà, ils essayaient de voir qu'est-ce qui pouvait marcher, pas marcher, s'il fallait communiquer, pas communiquer. Ensuite, il a commencé à y avoir de l'intimidation, parce que nous, on vivait dans le pays. Moi, j'étais correspondant dans le pays, donc je vivais sur place. Et forcément, on est obligé de s'y intéresser à la Wagner. Et là, il commence à y avoir l'intimidation avec les gens qui nous suivent dans la rue, la paranoïa qui commence à s'installer. Donc, comme disait Paul, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Prigojine a envie de communiquer. Il sort du bois, il nous roule des mécaniques, mais sur tout ce qui était blanchiment d'argent en Afrique, par exemple, c'est beaucoup plus discret. Il ne veut pas qu'on en entende parler. Wagner est accusé de prédation, notamment en République centrafricaine. C'est vrai qu'il est sorti de l'ombre, notamment le 14 décembre dernier. On va juste voir ces quelques images. Là, on le voit en train de recruter, donc c'est le 14 décembre dernier, dans une colonie pénitentiaire. Il recrute des prisonniers, en fait. Il fait un appel à recrutement pour la guerre en Ukraine. On l'a vu, donc c'est là aussi. Est-ce que ça vous a surpris, Paul Gogo, là, cette apparition ? Un peu, parce que c'est vrai que c'était une des premières apparitions claires de ce personnage, et puis parce que c'est pas quelque chose forcément très populaire en Russie d'aller recruter des prisonniers en Russie. Alors les prisonniers sont très mal vus, et ce sont des gens qui ont vraiment particulièrement du mal à se réinsérer le jour où ils sont libérés. Mais là, donc je dis ça parce que pour beaucoup de Russes, je pense que dans un premier temps, ils se disent autant les envoyer à la guerre, ce sont des prisonniers. Il y a un peu cette réflexion-là. Sauf qu'il y a la contrepartie. Ces prisonniers, une fois recrutés, ils font l'objet d'une amnistie au bout de 6 mois de contrat en Ukraine. Et donc, c'est-à-dire qu'ils sont renvoyés chez eux, libres. Et donc, il faut s'imaginer, parce que c'est pas des petits délinquants qui ont été recrutés, ce sont de vrais criminels. Donc, des gens dangereux, avec des peines très lourdes. Avec des peines très lourdes, c'est aussi une motivation pour s'engager, parce qu'ils savent qu'ils vont passer des années en prison, et donc c'est une perspective pour eux. Et donc il y a, pour beaucoup de Russes, il y a eu quand même cette crainte de se dire, il y a ces gens qui sont déjà dangereux à l'origine, qui vont être rendus encore plus dangereux par la guerre, et qui vont revenir dans nos villages, nos villes et villages, souvent des villages, encore plus dangereux qu'avant.
Donc une inquiétude, puis beaucoup d'hommes, 50 000 hommes en Ukraine, selon les autorités américaines. Vous avez aussi des échanges. Alors là, les Wagner que vous rencontrez, ce ne sont pas des prisonniers à l'époque, mais qu'est-ce que vous dites? Enfin, je vous rappelle que vous écrivez qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas l'air de... Parfois, certains disent que ce n'est pas une vraie armée. Moi, ce que j'ai rencontré en Centrafrique, c'est un patchwork. Il y a aussi des prisonniers. D'ailleurs, il y a même des Centrafricains qui sont envoyés au front ukrainien, russo-ukrainien. Mais surtout, il y a beaucoup de gens qui ont des dettes, notamment, qui viennent de petits villages, d'endroits un peu reculés, qui vont se retrouver criblés de dettes et qui font ce qu'ils appellent le service militaire. C'est-à-dire que moi, le frère de la personne qui est décédée, Roman, m'a dit, voilà, nous on appelle ça... Un des 3 journalistes qu'on a retrouvé mort en Kirill est décédé, son frère, du coup, Roman m'a expliqué. Quand moi je les rencontre, on fait le service militaire. Eux-mêmes, entre eux, vont parler de compagnie. C'est-à-dire que les personnes que j'ai rencontrées de la Wagner, on parle de la compagnie. Ils ne vont pas parler de Wagner, ils ne vont pas utiliser ce narratif mercenariat. Pour eux, c'est un moyen de se faire de l'argent. Donc il y a des très jeunes, 18 ans, 19 ans. Il y en a qui ont menti sur leur âge pour venir aussi. Il y a aussi des gens très pauvres. J'ai vu des gens qui avaient plus de dents parce qu'ils étaient retraités et qui avaient besoin d'argent, donc ils étaient là. Il y a aussi des Syriens qui sont recrutés en Centrafrique, qui eux ont été recrutés, du coup, c'est des anciens lors de leur mission en Syrie. Ouais, c'est ça. D'accord, en fait, ils recrutent sur place. Vous avez pu le constater. Bien sûr. Donc des Syriens, des Tripolitains aussi, enfin des Libyens qui sont venus, qui sont amenés en Centrafrique. Pendant un moment d'ailleurs, c'était le plus gros effectif parce qu'il y a eu besoin des Russes de la Wagner sur le front ukrainien. Aujourd'hui, ils sont revenus. Le Premier ministre centrafricain avait le désir de remonter l'effectif à 4000, à peu près 4200 effectifs. Aujourd'hui, on est à peu près à 1500, pardon. Donc voilà, c'est très varié comme profil, quoi. Alors Paul Gogo, vous revenez sur la personnalité de Evgeny Prigojine. Alors vous parlez de son côté DRH, si on peut dire ça comme ça, un peu brutal, et aussi sur son humour. Ça surprend quand on lit votre article. Exactement. Dans cette enquête, j'ai pu interroger quelqu'un qui a travaillé dans une de ces sociétés, mais dans ses cuisines, parce qu'à l'origine, Evgeny Prigojine, il a créé des sociétés qui nourrissent notamment l'armée russe, les écoles de Moscou-Saint-Pétersbourg et donc le président russe. Et donc ce monsieur a travaillé dans sa société et il m'a raconté sa première rencontre avec Evgeny Prigojine. Et il m'a dit, j'avais l'impression que les médias occidentaux avaient menti, avaient totalement inventé le caractère de ce personnage parce qu'il était très sympathique, il était drôle, il était très à l'écoute. Quand on avait des questions, il y répondait, il faisait tout pour y répondre le plus rapidement possible. Et c'est que quelques semaines plus tard qu'il s'est rendu compte du personnage. Et moi, je le compare un peu au chef d'une mafia parce que quand vous trouvez quelqu'un qui peut être utile à votre mafia, eh bien, vous savez séduire, vous savez l'attirer en gros dans votre filet. Mais une fois qu'il est dedans, la personne que j'ai rencontrée, lui m'a expliqué que c'était plus possible de démissionner et lui a dû se faire hospitaliser pendant 6 mois pour se faire oublier d'Evgeny Prigojine et se faire remplacer et progressivement donc disparaître. Oui, et ceux qui désertent ont droit à des sorts assez terribles. Juste une question sur Dmitri Outkin. Qui est censé être aussi l'autre créateur de Wagner. Alors lui, pour le coup, on le voit vraiment peu. Cet homme, qu'est-ce qu'il est devenu ? Alors je ne sais pas du tout. Je sais qu'il est passé en Centrafrique plusieurs fois au camp de Roux, qui est en fait la base principale des FACA, donc des forces armées centrafricaines à Bangui. Il est venu donc motiver les troupes, essayer de voir comment ça se passait. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout où est Woodkin, comme on disait avec Paul. Oui, c'est dur de savoir quel rôle il peut avoir aujourd'hui dans la milice. Alors, on en discutait effectivement juste avant. Peut-être ce monsieur, c'est quelqu'un qui était ouvertement néo-nazi. D'ailleurs, Wagner était le compositeur préféré d'Hitler. C'est aussi pour ça que la milice s'appelle comme ça. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, on voit que ces Wagner sont censés se battre d'après la ligne russe contre les néo-nazis ukrainiens. Peut-être que c'est le genre de personnage qu'on n'a pas particulièrement envie de montrer, mais peut-être qu'il travaille encore dans la société et qu'il a encore un rôle dans cette société. Mais est-ce qu'on peut arrêter Wagner aujourd'hui en voyant qu'effectivement ils ont une armée qui est de plus en plus importante, enfin une milice de plus en plus importante, ils ont pignon sur rue, ils ont un financement, alors ça ce financement je ne sais pas d'où il vient, est-ce qu'on peut les arrêter ? Ou est-ce qu'ils sont dans une sorte d'ascension Alors, à mon avis, alors ça dépend qui est on, parce que si on pense au Kremlin, à Vladimir Poutine, je pense que tout est sous contrôle. Et d'ailleurs, on a pu le voir ces derniers temps, Vladimir Poutine a été amené plusieurs fois à un peu calmer Evgeny Prigojine en lui rappelant qu'il n'était pas tout seul, il y a une arme. Aussi, il monte Prigojine contre les généraux russes, oui, parce qu'il est très dur, vous le rappelez dans votre article. C'est ça, mais en fait, c'est une sorte de guerre entre loups, et c'est quelque chose d'assez sain pour Vladimir Poutine presque, parce que tant que les loups se disputent un peu le pouvoir autour de lui,
lui, quelque part, est protégé. La seule chose à laquelle il doit faire attention, Vladimir Poutine, c'est qu'il n'y ait pas un loup qui prenne le dessus sur les autres. Par exemple, un général, le ministre de la Défense ou Evgeny Prigojine. Donc, comme il s'exprime beaucoup, Evgeny Prigojine, des fois, Vladimir Poutine est quand même obligé de lui rappeler que c'est lui le chef, voire de lui rappeler que l'armée officielle est là et qu'il la soutient toujours autant et que personne ne prendra le dessus sur personne. Mais effectivement, Wagner, aujourd'hui, peut avoir l'air de ne pas avoir de limite, notamment en Afrique. Ah oui, justement, l'Afrique, effectivement, est-ce qu'ils sont en avant-garde, entre guillemets, de la diplomatie russe en Afrique? Déjà, pour rebondir sur ça, justement, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en Afrique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz, parfois, et très souvent même, entre la Wagner et entre la défense russe. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tout le temps sur le même longueur d'onde. Il faut savoir que Prigojine, il a la tête d'une société avant tout. Donc son but, très pragmatique, c'est d'essayer de faire de l'argent. Voilà. C'est essayer surtout de ne pas en dépenser. Donc avec les mines d'or, avec les mines d'or. La partie la plus importante de Prigojine, ce n'est pas la Wagner, c'est Internet Research Agency. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, en Centrafrique ou au Mali, la première chose, c'est d'essayer d'isoler la capitale du reste du pays pour créer un narratif. Et ensuite, les Wagner, enfin les combattants, vont servir ce narratif. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on va essayer de récupérer la Mauritanie parce qu'on sait qu'il y a eu des problèmes à la frontière mauritanienne, on va envoyer les mecs là-bas. L'idée, c'est pas qu'ils aient des victoires militaires, mais juste qu'ils prétendent faire des choses. Donc la première chose qui est très importante pour Prigojine, c'est vraiment cette communication dans les pays-là, donc Mali, Centrafrique ou même Libye. Et derrière, ça s'est pas toujours bien passé. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque la Wagner s'est acheté des hélicoptères civils qu'ils ont transformés en hélicoptères militaires en attachant des câbles et des PKM, donc des mitrailleuses légères sur les côtés. C'était vraiment du bricolage. Les Russes, parce qu'il y avait 5 militaires russes qui appartiennent à la défense, voulaient les visiter et la Wagner leur a interdit de monter à bord des hélicoptères. Il y a eu plein de petites tensions, petites frictions. D'accord, entre l'armée officielle et la milice. C'est ça. C'est un système qui s'alimente. C'est pour ça que ça se passe bien en Afrique. C'est un système très pyramidal où justement les oligarques en fait sont des mini-ministères, on va dire, où le PIB est éclaté en autant d'oligarques qui soient. Chacun a son rôle. Et c'est cette espèce, comme disait Paul, de jeu entre loups. Comment faire pour essayer de prendre le plus d'importance et en même temps, Poutine doit gérer avec ça, quoi. Alors, dernière question, je vais vous demander d'être bref, Paul Gogo. C'est effectivement maintenant, Wagner est considéré comme une organisation criminelle internationale par les États-Unis. Le Trésor américain le considère comme une organisation criminelle transnationale, donc ça veut dire des avoirs gelés, des sanctions. Est-ce que ça peut changer la donne? Alors non, je pense pas. Et Evgeny Prigojine, quand il a appris la nouvelle, il a dit ça y est, on est qualifié de la même façon que les Américains. Sous-entendu, on n'est pas plus des terroristes que les Américains. Donc pour lui, c'était une sorte de médaille. Aujourd'hui, Evgeny Prigojine, en Russie, il se positionne comme un peu le patriote en chef. Et donc si il est détesté des Américains, c'est quand même aujourd'hui en Russie la meilleure façon d'avoir l'air d'être un patriote. Et ben voilà, merci beaucoup pour cette analyse, Paul Gogo. On vous retrouve très vite sur notre antenne, évidemment, depuis Moscou. Et donc, je vous invite à lire cette enquête dans Society de Paul Gogo et Florent Verne dans la revue 21 sur la Russe, enfin le rôle des Wagner en Afrique. Merci à vous deux. Merci beaucoup.